Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais donc parler d'évaluation de l'inhibition. Je vais rapidement redéfinir ce que c'est l'inhibition avec quelques apports personnels. Et par la suite, je vous parlerai des 3 techniques qu'on utilise en clinique, mais aussi en laboratoire pour évaluer l'inhibition. Alors, il a déjà été très clairement défini qu'on est en présence d'une incapacité à contracter volontairement un muscle. Ceci a donné origine, vous en avez entendu parler pendant, je crois, 20 minutes, à ce qu'on a défini, AMI, à ce que j'aime beaucoup mieux appeler juste inhibition, parce qu'il n'y a pas forcément une composante arthrogénique. Ça dépend bien sûr en présence de la CL, oui, mais il y a plein d'autres populations dans lesquelles il n'y a pas forcément une composante arthrogénique. Ensuite, une deuxième chose qui me paraît très important souligner, on a autant de diversité, notamment dans toutes les études mentionnées juste auparavant, on n'a toujours pas réussi à bien décrire le problème ou à le traiter parce que on ne parle pas de la même chose. En fait, il y a plusieurs mécanismes, et vous en avez vraiment plein, qui sont ou bien d'origine arthrogénique, donc avec un dommage, une inflammation au niveau articulaire, mais qui peuvent être liés rien qu'à de la fatigue, rien qu'à l'immobilisation, rien qu'à la douleur, rien qu'à des aspects psychologiques. Et tout ça se mélange pour donner lieu à l'inhibition que l'on observe cliniquement. Une autre chose très importante que j'aime bien souligner, je préfère appeler donc ce phénomène, en anglais c'est activation failure, en français je dirais un déficit d'activation, et ce n'est rien d'autre que une incapacité à recruter des unités motrices ou à avoir une fréquence de décharge, donc leur fonctionnement étant altéré. Et c'est aussi simple que ça pour moi. Bien sûr, après, il y a plein de composantes qui peuvent être altérées au niveau cérébral, spinal, supraspinal, etc. Mais la définition, pour moi, est beaucoup plus simple que ça. Le deuxième facteur qui crée beaucoup de confusion, à mon avis, c'est qu'on ne parle pas forcément de la même chose. Du côté clinique, déjà entre médecin et kiné, parce qu'on ne voit pas la même chose. Et après, quand on va au niveau du labo, vers les chercheurs, on voit pas du tout la même chose parce qu'on n'est pas situé au même timing après la lésion et après l'opération. Donc, pour couper court, je pense qu'il y a au moins 3 catégories d'inhibition que l'on peut définir de sévères. C'est l'inhibition que voit un chirurgien quand il visite pour la première fois un patient ou juste après l'opération. Et bien sûr, l'opération accentue cette inhibition. La deuxième, je définirais, c'est l'inhibition du kiné. Donc, le kiné a affaire à un patient qui est inhibé, mais qui n'est pas sévèrement inhibé. Et il récupère. Donc, il commence à retrouver une contraction musculaire. Moi, j'appelle cette phase substantielle. Et après 6 mois, 12 mois, 6 ans, après une lésion, on les voit au laboratoire où on fait des tests fonctionnels pour déterminer où ils en sont. On se rend compte qu'ils ont toujours de l'inhibition. Donc, quelqu'un qui a eu un croisé traité a forcément des conséquences au niveau de l'inhibition, même à 10 ans. Et donc, je pense qu'il est important de garder dans l'esprit ces 3 catégories ou ces 3 classes d'amis. Après, il a déjà été dit, donc je vais passer rapidement. C'est un problème que malheureusement la science n'a pas été capable du tout d'aider la communauté clinique, mais on en est peut-être un tournant, et j'espère vraiment. Là où les barrières les plus importantes, si vous demandez surtout à des kinés, ils vous disent qu'on ne sait pas ce que c'est difficile à quantifier et à comprendre, donc on n'a pas d'éducation pour savoir ce que c'est exactement. Donc je répète, on est dans une phase où sûrement l'intérêt croissant aussi bien de la communauté clinique que scientifique est un tournant et une opportunité, je crois, très importante. Au niveau des techniques, vous avez vu très bien, je ne vais pas revenir sur la première technique. La technique, on peut l'appeler clinique, c'est-à-dire vous pouvez, avec une échelle, fournir un niveau d'inhibition qui est typiquement réalisé, cette échelle, encore une fois, par le chirurgien avant ou après l'opération dans la phase sévère. Je ne vais pas revenir parce que ça a déjà été très bien détaillé. Ceci a été décrit également. Et ça, c'est l'étude qui a montré le plus clairement, si vous appliquez cette échelle, vous vous retrouvez avec 56% des patients inhibés, mais la plupart avec une inhibition qui peut disparaître au bout de quelques minutes avec des traitements. Donc, par contre, vous voyez bien, on se retrouve avec 44% des patients qui n'ont pas d'inhibition avec cette approche.
Par contre, je vous assure, ils ont un autre niveau d'inhibition. Ils sont eux aussi inhibés, mais pas au point qu'on puisse le mesurer ou le vérifier avec une échelle. Donc c'est pour ça que pour diagnostiquer le problème, cette échelle, elle est très très bien. Pour détecter de l'inhibition sévère, cette échelle est très très bien. Au niveau du temps, j'avais 10 minutes dans mon programme. Ça vous embête pas si... Ok, merci. Et du coup, on se retrouve avec un groupe de patients, donc les 44%, où si on applique l'échelle, on ne détecte rien. Mais si on applique une autre méthode, notamment l'EMG étant la lecture de l'activité électrique dans un muscle. L'EMG de surface, qui aujourd'hui est très très accessible avec des dispositifs très accessibles pour la clinique, n'est rien d'autre que détecter, mesurer l'activité des unités motrices et comment elles participent à une contraction. Donc, en termes de validité de mesure, on mesure ce qu'on veut mesurer. Donc, on mesure le niveau d'activation. Et quand on applique cette technique sur des patients qui, d'après l'échelle, ne sont pas inhibés, on trouve des déficits. Bien, cette technique, je le répète, aujourd'hui avec des dispositifs à moins de 1 000 € portables, vous n'avez presque pas besoin d'un ordinateur, on peut obtenir ces signaux en direct, vous l'avez vu pour l'application biofeedback, et ça s'applique très bien aussi pour le traitement. Mais cette technique, je le rappelle à tout le monde, ça fait plus de 60 ans que c'est presque la technique qui a été utilisée pour montrer et pour parler d'inhibition arthrogénique. Donc ça, c'est l'une des premières études, c'est un JBJS, où ils ont pris des patients et des sujets sains. Ils ont infiltré une articulation au point de créer une inflammation et un épanchement sérieux. Et le niveau électromyographique, vous le voyez en haut, c'est un niveau d'activation normal. Il était réduit au cours de la même session. Donc en fait, l'EMG est très sensible aux variations longitudinales d'activation, aux réductions d'activation. Donc cette technique est très bien pour évaluer de façon longitudinale. En fait, elle n'a pas trop de sens pour une seule mesure, pour faire un diagnostic, parce qu'il y a pas mal de précautions méthodologiques. Mais pour suivre un patient, ou pour le désinhiber puis tester si on l'a bien désinhibé en 10 minutes, elle est très valide. Et bien sûr, cette technique, elle s'applique mieux dans la phase de réhabilitation, là où il y a une inhibition qui est substantielle, mais bien sûr, elle s'applique aussi bien dans la phase d'inhibition massive. Et pour terminer, laissez-moi parler de la méthode que pour un scientifique, c'est le gold standard pour tester l'inhibition. C'est-à-dire, si vous parlez quasiment à tous les scientifiques, ils vous disent l'inhibition, on ne peut la tester qu'avec cette méthode. La méthode est simple, c'est une méthode qui existe depuis 1939, mais les gens continuent de dire qu'elle est nouvelle, mais elle n'est pas du tout. Donc vous demandez à quelqu'un de faire une contraction maximale, cette fois-ci en extension du genou. Vous mesurez la force qui est produite avec un dynamomètre. Il vous faut un dynamomètre. Et quand vous croyez, et le patient dit qu'il est au maximum, vous le voyez pour ce patient autour de 130 Nm, c'est sa force maximale, vous le stimulez très fort. Le patient, il sent pas grand-chose, il y a presque aucun danger. La stimulation est une seule impulsion ou deux impulsions très proches. Cette stimulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va activer ce que le patient n'a pas activé. Donc en fait, on teste si le patient a dit la vérité ou pas. Et la plupart du temps, on se retrouve avec ce scénario-là. Donc là, vous voyez que la stimulation a augmenté de 20% la force. Et là, on définit inhibition égale 20%. Vous pouvez activer encore 20% en plus votre muscle. Et ça, c'est la méthode par excellence la plus valide, on va dire, mais bien sûr, avec une valeur clinique limitée. Là, ce sont les données. Donc, ça, c'est une méta-analyse. Donc, là-dedans, vous avez plein de patients de plein de groupes, de plein de populations. Et vous voyez très bien, on a notre niveau d'inhibition de 10%. Typiquement, tout le monde a une inhibition. Même les sportifs, ils sont à 5% d'inhibition. On considère qu'au-delà de 10%, on a une inhibition sérieuse. Et on retrouve, vous le voyez bien, les populations avec des croisés lésionnés ou opérés qui sont bien au-delà de 10%, voire à 20%, et le reste pendant des années après l'opération. Cette technique a une valeur prédictive parce que, par exemple, on pourrait dire aujourd'hui, tu es prêt pour revenir au sport. Et elle est valable également pour tester l'inhibition persistante, même quand l'inhibition est très très limitée. Donc pour terminer, pour donner une touche de recommandation, si vous êtes intéressé, si le topic d'évaluer l'inhibition vous intéresse, vous avez 4 possibilités, ou bien vous ne faites rien, ou bien vous commencez à appliquer l'échelle clinique. Si vous appliquez l'échelle clinique, pour moi, il y a du sens à l'appliquer après la lésion et après l'opération.
Bien sûr, vous allez faire un diagnostic. Vous pouvez vous arrêter là et dire, très bien, on verra ce qui se passe. Vous avez appliqué ce que vous avez entendu jusqu'à présent, c'est déjà beaucoup. Par contre, si vous avez un dispositif EMG à disposition et vous avez des kinés qui sont prêts à jouer le jeu, ou peut-être qu'il y en a plein déjà qui le font, vous pouvez appliquer l'électromyographie pendant la réhabilitation. Et ça, à plusieurs reprises, pour mesurer cette amélioration. Sachez qu'il vient d'être publié un article où ils ont associé la méthode clinique avec de l'EMG. Donc, ils ont semi-validé, parce que c'était pas une étude parfaite, mais vous le voyez ici, de l'EMG de surface appliqué pendant le test clinique. Et pour terminer, si vous avez vraiment un intérêt sur un sportif de dire tu retournes au sport quand tu as une activation inférieure à 10% ou proche de 10%, vous appliquez le test de stimulation que vous avez vu tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup.